l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la RTS2 pour ce nouveau numéro de votre magazine Midi Actu. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Actualité internationale pour démarrer, nous parlons de cette disparition mystérieuse d'Emiliano Sala. Cela fait bien sûr 3 jours que l'avion qui devait transporter le footballeur argentin est porté disparu. Pour l'heure, donc, aucune trace de l'appareil, encore moins du pilote et du footballeur. Néanmoins, les forces se sont donc mobilisées pour les recherches, suivant cet extrait de nos confrères. Chez nous, au Venezuela, la tension monte. Des appels à des manifestations ont été faits par le principal opposant, Juan Guaido, ce qui fait donc que des mobilisations pro- et anti-gouvernementales ont eu lieu ce mercredi, suivant cet élément de nos confrères du Figaro. Mesdames et messieurs, pour avancer dans ce magazine, nous allons donc accueillir l'invitée du jour. Elle s'appelle Madame Amilo. Voilà, elle est experte en ressources humaines. Bienvenue à vous, Madame Lo. Bonjour Léna, merci pour l'invitation. Alors, vous allez nous accompagner principalement pour la rubrique entrepreneuriat. Nous allons parler donc d'un sujet. Je vais l'annoncer tout à l'heure. Mais tout de suite, nous allons laisser place à la chronique culture du jour. Alors, côté culture, nous parlons de la sauvegarde du patrimoine urbain, notamment celui de la Médina à Tunis. Justement, donc, des acteurs culturels se sont réunis à Dakar pour aborder ce sujet, suivant les explications de Faïka Bejaoui, architecte tunisienne. Elle est ici au micro de Maïmounassi.
Présenter une expérience qui a été menée depuis une cinquantaine d'années donc dans la Médina qui est le centre ancien de la ville de Tunis et le message le plus important c'est que il faut que ce soit un projet qui est pris en charge non seulement par le gouvernement mais aussi par les habitants et il faut pour réussir ce projet il faut voir que ce patrimoine il est à la fois culturel mais aussi il est social. Il faut aussi pour sa mise en valeur et sa préservation l'intégrer dans le circuit de développement durable. Donc il faut que le patrimoine soit aussi une source de vie et d'argent pour les habitants de ce patrimoine. Moi je pense qu'il y a un échange à faire entre l'expérience de Tunis et peut-être de Saint-Louis, pourquoi pas. Il y a un échange pour voir comment on a procédé et s'inspirer de la manière d'intervenir, s'inspirer comment on fait la connaissance, quelle stratégie, voilà, c'est un peu ça. Il faut les investir, il faut les habiter, il faut les mettre en valeur, il faut aussi qu'il y ait un investissement de notre part, il ne faut pas qu'on attende que le gouvernement fasse tout. Non, il faut aussi qu'on participe avec le gouvernement et aussi qu'il nous accompagne et qu'on l'accompagne. Mais on parle de sauvegarde du patrimoine urbain et ici on a aussi un patrimoine urbain, il a cité notamment donc Saint-Louis du Sénégal. N'est-ce pas un peu une manière aussi de protéger l'héritage pour les générations futures ? Tout à fait, Léna. Je trouve que c'est très important de sauvegarder le patrimoine urbain parce que ça retrace l'histoire du pays. Donc ça fait partie de la richesse culturelle dont nos enfants doivent hériter. Et je pense qu'il est important de le préserver et de permettre, au-delà de ce que nos enfants pourront apprendre à l'école, de pouvoir aussi en profiter pour visiter tout ce qui est musée, tout ce qui est bâtiments anciens, parce que ça leur permet de voir en fait de manière beaucoup plus concrète et de comprendre l'histoire de leur pays. Et comme le disait la dame dans le reportage, ça peut être aussi source de richesse, parce que quand c'est exploité, ça permet au tourisme aussi de se développer, parce que quand les touristes viennent au Sénégal, ils ne viennent pas que pour la plage et le soleil, ils viennent aussi pour comprendre l'histoire du pays. Donc il y en a beaucoup qui visitent Gorée, qui visitent Saint-Louis et qui aujourd'hui, je trouve aussi très jolie en passant la gare par exemple du TER, qui est une exploitation du patrimoine local. Voilà, donc on peut, parce que vous avez parlé de richesse culturelle, d'histoire, donc la culture et l'histoire ont ce lien intrinsèque. Tout à fait. Très bien. Et nous passons donc, mesdames et messieurs, à la chronique entrepreneuriat de ce jeudi. Alors, côté entrepreneuriat, la prise en charge des technologies de l'information et de la communication est devenue une réalité aussi pour les entreprises. Quand on parle justement d'entreprise, on pense d'office aux ressources humaines. Alors aujourd'hui, ces ressources humaines face aux enjeux de la digitalisation, suivant un peu cet extrait de Maurice Diouf, il est référent digital. Je trouve que c'est assez global, mais je vais me spécifier en une branche. Et c'est pour vous dire aujourd'hui, dans la recherche d'emploi, aujourd'hui les entreprises reçoivent beaucoup plus de CV. Et dans la gestion, déjà dans la collecte c'est assez difficile, dans la gestion, mais dans le retour, en tout cas pour retrouver l'information, souvent c'est assez compliqué. Alors pour moi aujourd'hui avec le numérique, il est possible de créer des formulaires interactifs sur les sites des entreprises pour permettre aux jeunes de postuler. Maintenant, sur le formulaire, il y aura quoi? Il y a alors le nom, le diplôme, la spécialité, le nombre d'années d'expérience. Et maintenant, ça permet de générer derrière un Google Doc, par exemple, ou en tout cas un document qui permettrait d'être sauvegardé dans l'ordinateur. Et au besoin, par des mots-clés très simples, Bac plus 5, ça te sort tous ceux qui ont Bac plus 5 dans la base de données. Aujourd'hui, en fait, souvent, vous cherchez un profil que vous avez déjà dans votre classeur, par exemple, qui a déposé il y a de cela peut-être 2 ans ou 3 ans. Alors, vous vous mettez à chercher ce profil, alors que si ça aurait été dans une base de données, ça allait être beaucoup plus simple
de taper par exemple Bac plus 5 et de retrouver tous ceux qui ont Bac plus 5 qui ont eu à déposer leur CV dans l'entreprise. Et maintenant, on peut commencer à envoyer des mails pour ça permet d'envoyer des mails pour les entretiens. Et même aujourd'hui, avec le digital, il est possible de faire un entretien en France et en attendant au Sénégal. Avec des plateformes comme Skype, j'ai fait pas mal d'entretiens avec un client ou en tout cas avec un partenaire, mais, ou en tout cas un employé ou un employeur sur ces réseaux. Et j'avoue que c'est très positif. Alors, Ami, quelles sont justement les conséquences de la digitalisation de la fonction de RH en entreprise? Alors, il y a plusieurs conséquences, mais je vais en aborder juste 3 aujourd'hui. Il y a une conséquence du point de vue du collaborateur déjà. Donc, ça permet aux collaborateurs d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Parce que quand les RH sont digitalisés, aujourd'hui, on parle de portail SSE, qui est un self-service employee qui permet aux collaborateurs, où qu'ils puissent se trouver dans le monde, de pouvoir se connecter sur la plateforme, d'avoir accès à ces données personnelles, de pouvoir les consulter, de pouvoir les mettre à jour, mais de pouvoir aussi faire des demandes, par exemple, de congés, des demandes d'absence, donc gérer à distance, disons entre guillemets, sa vie en entreprise. Donc ça lui procure une autonomie d'une part, d'autre part, ça lui permet de pouvoir accéder plus facilement aux informations de son entreprise. Et ça, comme je disais, autant pour la gestion de ces informations personnelles, l'accès à l'information peut être fait plutôt à partir de partout dans le monde. Donc il y a une plus d'ouverture et il y a plus de possibilités de mobilité. Aujourd'hui, quelqu'un qui se trouve au Japon peut se connecter pour gérer ses données personnelles, pour parler à son end-user, pour faire ses demandes de congé. Donc ça donne beaucoup plus de possibilités de mobilité, accès à l'information et autonomie pour le collaborateur. Pour le DRH, c'est aussi très important car ça permet d'automatiser toutes les activités ressources humaines qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Quand je parle de ça, je donne un exemple, par exemple, la gestion administrative des ressources humaines. Donc tout ce qui est paperasse, qui fait perdre beaucoup de temps et que quand on le fait manuellement, on peut faire des erreurs. Quand c'est automatisé, ça donne beaucoup plus de fiabilité, beaucoup plus de rapidité et beaucoup plus de transparence parce que tout le personnel de l'entreprise peut avoir accès à ces informations et tout le monde est au même niveau d'information. Et ce serait en intranet? Ça peut être en intranet comme ça peut être sur Internet, en mode cloud. D'accord. Donc, pour le DRH, ça lui laisse beaucoup plus de temps pour se concentrer sur les aspects les plus importants qui sont les aspects stratégiques donc, des ressources humaines et de ce fait, il se positionne comme un vrai partenaire d'affaires dans l'entreprise. D'accord. Du point de vue communication aussi, du point de vue organisationnel, la communication est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, dans certaines entreprises, on parle de RSE, qui est un réseau social d'entreprise. Donc, créer une communauté entre les collaborateurs. Donc, ça contribue quand même à développer l'engagement des collaborateurs. Ça leur permet de pouvoir échanger plus facilement, aussi bien leurs idées, de pouvoir faire des formations et quand ils travaillent en mode projet, naturellement, c'est beaucoup plus efficace. D'accord. Donc, il me semble ici que c'est plutôt positif. Donc, on a parlé des conséquences. Et concernant justement donc, les impacts sur ce métier de RH, c'est quoi les impacts? Les impacts sur le métier même des RH, je dirais que le DRH passe d'un DRH tout puissant, qui est pratiquement le seul dans l'entreprise à maîtriser tous les processus ressources humaines et à les gérer et à prendre les grandes décisions, à un DRH qui, disons, partage toutes les activités opérationnelles ressources humaines avec les managers. Donc, les managers sont beaucoup plus impliqués dans la gestion quotidienne des ressources humaines de leurs équipes et ils se positionnent plus comme coach. Donc, ils sont aujourd'hui disons, concernés et ils s'impliquent davantage sur la gestion des performances de leurs collaborateurs, la gestion de la formation, la gestion des carrières. Donc le manager devient un coach et le DRH, ça lui permet aussi de se décharger de certaines activités ressources humaines auprès des managers opérationnels. D'accord. Et parlons du Sénégal. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des RH, de la digitalisation des RH?
Je dirais que c'est une évolution à deux vitesses. Parce que la digitalisation RH n'est pas quelque chose de nouveau au Sénégal. Moi, ayant été DRH dans des sociétés multinationales il y a 10-12 ans déjà, on était dans la digitalisation des ressources humaines. Donc les grandes entreprises, les multinationales qui en ont les moyens sont depuis une décennie sur cette dématérialisation et sur cette mise en place de la digitalisation des ressources humaines. Par contre, au niveau des PME, PMI en local, il y a encore des efforts qui doivent être faits. Peut-être c'est faute de moyens, parce que c'est des applications qui peuvent être parfois assez coûteuses. Donc il y a encore des efforts à faire pour les PMI et les PME. Quelles sont, vous, les solutions que vous préconisez? Les solutions que je préconise, c'est l'une des solutions sur lesquelles nous travaillons, nous, en interne depuis 2012. C'est de pouvoir élaborer une solution qui est adaptée au marché local. Parce que quand on va dans des entreprises locales, on peut segmenter déjà le personnel en entreprise en différentes catégories qui vont aller du personnel qui est assez réticent à utiliser les nouvelles technologies, à la génération YZ qui est née sous Internet et qui s'attend à avoir la même qualité de service qu'il a à l'extérieur, la possibilité d'envoyer de l'argent, de se connecter, d'avoir des informations, de faire son shopping sur Internet, recherche la même chose quand il est en entreprise. Donc cette segmentation-là, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte aussi du fait qu'on a malheureusement toujours en entreprise une catégorie d'employés qui n'est pas très éduquée et qui n'est pas en mesure d'utiliser forcément ces outils digitaux. Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues? Oui, il y a des formations qui sont prévues, il y a des formations qui sont faites systématiquement. C'est obligatoire de faire la formation une fois qu'on met en place ce système-là. Ça fait partie de la conduite du changement. Comme je disais tout à l'heure, en plus de l'impact sur le métier du DRH qui ne centralise plus tout à son niveau, même le profil type du DRH doit changer. Parce qu'aujourd'hui, le DRH doit être en mesure d'avoir des notions en marketing. Parce que ce qu'il fait, c'est un service qu'il rend aux employés, un service qu'il rend aux managers aussi en entreprise. Donc, il doit se positionner comme un vendeur, un service provider à l'intérieur de l'entreprise. Mais si on revient au cas des PME-PMI en local, c'est vrai qu'il y a une classe d'employés qui peut-être est analphabète et qui ne peut pas utiliser ces outils digitaux-là. Et là, il faut essayer de trouver une solution qui est adaptée à leurs besoins et à leurs capacités. D'accord. Donc, quand on parle de ressources humaines, c'est aussi dans l'entreprise, mais hors de l'entreprise, pour les personnes qui souhaitent postuler. Et justement, donc, la personne ressource, M. Maurice Diouf, on en parlait, du recrutement sur les réseaux sociaux. Donc, une personne peut être en Occident et aller faire l'interview avec une personne qui est au Sénégal via des réseaux comme Skype ou quoi, des plateformes comme ça. Donc, est-ce que ça aussi, ça compte pour comment? Ça compte. Le recrutement se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux parce que c'est un canal de sourcing pour les entreprises qui recrutent. Aujourd'hui, si on prend notre exemple, nous sommes un cabinet de recrutement, on a plusieurs canaux de sourcing. Quand on a une offre d'emploi, on peut la publier sur notre plateforme. On a une plateforme digitale aujourd'hui avec une application qui permet aux gens, aux candidats, de pouvoir se connecter sur leur téléphone et de postuler directement sur les offres d'emploi. Mais ces emplois sont aussi publiés sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, etc., etc. Mais au-delà d'être un canal de sourcing, c'est aussi un canal qui permet aux recruteurs de pouvoir avoir des informations et connaître son employé avant de le recruter. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce qu'au-delà des compétences, aujourd'hui, les entreprises recherchent une personnalité. Et cette personnalité, on peut déjà l'analyser à travers le comportement sur les réseaux sociaux. C'est tellement vrai. Ouais. Et moi, j'aimerais aussi, Ami, donc, poser une question. Parce qu'on a l'habitude souvent de voir au Sénégal quand on nous fait, quand on
publient des offres d'emploi, de demander une lettre manuscrite. Donc la lettre manuscrite, à l'heure de la digitalisation, comment est-ce que cela va se passer? Bon, pour moi, déjà la lettre, à quoi elle sert? La lettre sert normalement à pouvoir connaître la motivation. Donc le candidat explique la raison pour laquelle le poste l'intéresse, quelles sont les compétences qu'il pense avoir et qui correspondent au poste, etc. Donc du point de vue recruteur, ça lui permet déjà de connaître la motivation du candidat, de pouvoir analyser ses capacités rédactionnelles, sa maîtrise de la langue, et aussi savoir si, voilà, d'après son historique, cette personne pourrait coller au poste pour lequel et même la façon d'écrire. Hein. Maintenant, la façon d'écrire, voilà, la façon d'écrire, est-ce que c'est une personne structurée, est-ce que, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'analyses qu'on peut faire sur la base de la lettre de motivation. Maintenant, quand elle est manuscrite, à quoi elle sert? Elle sert tout simplement à une étude graphologique. Maintenant, est-ce que toutes les personnes qui demandent cette lettre de motivation manuscrite font derrière une étude graphologique ou pas? Si elles ne font pas l'étude graphologique, ce n'est pas la peine de demander une lettre de motivation, qu'elle soit manuscrite. Si elle est digitale, ça peut aller très bien. Tout à fait. Donc, allez, de l'image sur les réseaux sociaux, vous avez donc souligné un point qui est très important. Et je pense que ça sera l'occasion, peut-être une prochaine fois, de pouvoir vraiment s'appesantir sur ce sujet-là et le développer. Donc, avant de nous quitter, j'aimerais qu'on voit ensemble, pour en tout cas cette rubrique encore entrepreneuriat, cette image avec la complicité d'El Malik. Donc voilà, amis, on voit sur ces images, c'est un jeune Sénégalais qui a mis en place des food trucks aux couleurs du car rapide sénégalais, donc qui va servir à vendre des petits déjeuners, des déjeuners, et le paiement peut se faire de manière digitale aussi. Donc c'était vraiment, allez, histoire de mettre ça et pouvoir en parler aussi, comme quoi côté entrepreneuriat et digitalisation, les jeunes Sénégalais font aussi des progrès. Oui, il y a beaucoup d'idées qui surgissent et je pense qu'on a notre place aussi à jouer. Tout à fait. Merci beaucoup, Ami, et Merci, vous revenez Léna. quand vous voulez. Merci. Très bien. Elle était donc l'invitée aujourd'hui dans Midi Actu, Ami Lo, experte en ressources humaines. Et c'est la fin de Midi Actu pour ce jour. Nous revenons lundi à partir de 12 h sur la RTS2, toujours que vous pouvez trouver sur le bouquet canal, donc la chaîne 215 et TNT, la chaîne 5. On se quitte comme tous les jours avec la météo. À lundi, Inch'Allah, sur la RTS2.
l'Assemblée nationale, le nombre des députés.